Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Notre corps en a besoin pour fonctionner, mais consommer en excès, il peut entraîner surpoids et obésité. Le sucre, notre meilleur ennemi, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, ce n'est pas un scoop, nous mangeons trop sucré. En moins d'un siècle, la consommation de sucre sous toutes ses formes a explosé, passant de 5 à 35 kg par an et par habitant. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cet excès de sucre pourrait, dans certains cas, nous faire fabriquer du gras. Alors, sucre et obésité, comment casser la spirale infernale et comment prendre en charge médicalement l'obésité quand malheureusement elle est déjà installée? Eh bien, autant de questions que je vais poser à mes deux invités aujourd'hui. Docteur Laurent Potiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien viscéral et digestif. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes en quelle clinique? À la clinique Jules Verne. Jules Verne, à Nantes, voilà. Et docteur Patrick Tougnan, vous êtes pédiatre, spécialiste de l'obésité chez les jeunes enfants, chez les enfants, à l'hôpital Trousseau, à Paris. Merci. Alors, pour bien planter le décor de cette émission, nous sommes allés à la rencontre de quelques Français pour savoir quelle relation ils entretenaient avec le sucre et plus globalement avec leur poids. C'est un reportage d'Anne Judic. Surtout dans notre génération à nous, oui, je pense qu'on consomme pas mal de sucre et que ça, on sait déjà que c'est assez néfaste pour la santé, donc c'est vrai qu'on est tous un petit peu, je pense, en surconsommation de sucre. On a tendance à manger de plus en plus de nourriture transformée, en fait. On achète tout fait, on ne fait plus à manger. Personnellement, je mange beaucoup plus de fast-food. Après, c'est vachement bon quand même. À l'heure actuelle, oui, il y a pas mal de malbouffe, surtout chez les jeunes. Je trouve que ils sont plus incités à boire des sodas ou des fast-food que chez soi faire un bon petit plat cuisiné. C'est vrai que ça prend du temps et les jeunes ils sont plus à vouloir manger vite et voilà. Il y a d'un côté les marchés, des choses comme ça, des gens qui prennent conscience qu'il faut manger local et tout ça. Donc, et il y a d'un autre côté les livraisons à domicile avec un peu de malbouffe et tout ça. Mais bon, au moins il y a le choix. Donc on a cette chance-là de pouvoir choisir au moins. Je fais du rugby. Évidemment, quelquefois je mange des fast-food ou un peu gras. Mais je vais surtout au sport pour m'amuser, être avec des potes, courir et aussi perdre un peu de poids et être en forme, être en bonne santé. La première fois que j'ai fait un régime, j'étais voir un nutritionniste. Et finalement, en fait, c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément parce qu'en fait, c'est vachement restrictif. Mais en fait, en réalité, ça m'a juste donné le bon coche pour arrêter de consommer vraiment trop, garder l'apport calorique équivalent par rapport à ce que je dépense. Et ça m'a donné ce bon réflexe, mais j'ai pas suivi le régime à 100% sur les listes de courses et ce genre de choses. Alors, je disais en introduction, nous mangeons trop de sucre. 20 à 30% des Français ont des apports en sucre trop élevés. Alors, est-ce que le premier responsable de ce surpoids, c'est vraiment le sucre ou c'est peut-être pas si simple que ça, docteur Tougnan? Ce serait bien que ce soit si simple. Mais ça oui. serait tellement plus simple pour nous, pour les guérir. Non, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, l'obésité, notamment chez les plus jeunes et les enfants, il faut une prédisposition génétique. N'importe quel individu ne peut pas devenir obèse. Donc, on le voit bien. Même en diminuant sa consommation de sucre, on n'y arrivera pas. Même en diminuant n'importe qui ne peut pas devenir obèse. Par contre, ceux qui sont prédisposés à être obèses, eux, lorsqu'ils le sont, pour maigrir, il faut qu'ils réduisent les calories. D'accord. Donc Et c'est parmi pas les que calories, le sucre. il y a le sucre. D'accord. Et bien sûr, le sucre, l'être humain aime le sucre, aime les produits sucrés, et donc c'est cet aliment vers lesquels, et les aliments sucrés vers lesquels il est le plus attiré, et donc la diminution des produits sucrés va entraîner une diminution des calories ingérées, et c'est le traitement de l'obésité pour maigrir. Donc c'est un lien indirect, on va dire. On parle souvent d'addiction concernant le sucre. Est-ce que c'est une réalité physiologique, ça ou pas? Alors, pour avoir une addiction comme la drogue, par exemple, il faut deux éléments, addiction, dépendance. La première, il faut une dépendance, c'est-à-dire qu'il faut des doses de plus en plus importantes pour avoir le même effet. C'est ce qu'on voit avec la drogue. Ce n'est pas le cas du sucre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des doses de plus en plus importantes pour avoir le même effet. La deuxième chose, il faut un syndrome de sevrage. C'est-à-dire, on voit très bien ceux qui sont drogués, lorsqu'ils n'ont pas leur drogue,
ils deviennent fous, ils ont besoin de prendre absolument ce produit-là. C'est pas le cas non plus avec le sucre. Alors pourquoi on pense... Ça dépend, certaines personnes Alors, quand vous même. avez raison. Vous avez raison. Pourquoi on pense ça? Parce que le sucre procure du plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est inné. C'est-à-dire que l'être humain naît avec une attirance innée pour le goût sucré. Et donc, le plaisir passe par certains circuits neurologiques. C'est pour ça qu'on a montré chez le rat, notamment, que c'était les mêmes circuits entre la cocaïne et le sucre. Et on en a déduit que c'était une drogue. Mais le sucre n'obéit pas à toutes les définitions de la drogue. C'est un produit qui fait plaisir. L'homme, et vous comme moi, on aime se faire plaisir, donc on va être particulièrement attiré par le sucre. Et donc la réduction des produits sucrés va diminuer les calories. Mais il n'y a pas de lien direct entre sucre et obésité. Le lien est indirect. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. On peut se désintoxiquer du sucre plus facilement qu'on ne le pensait. Dont le sucre. Oui, donc le sucre. Dont le sucre. Mais pas que le sucre. Voilà, il faut diminuer les gras, il faut diminuer les calories ingérées. D'accord, ok. Est-ce que on dit aussi que l'alimentation trop sucrée peut entraîner un déséquilibre du microbiote intestinal, qui peut être un facteur de surpoids, parce que je sais que chez les personnes en obésité, on parle de transplantation fécale de microbiote. Est-ce que donc du coup on peut voir un lien entre le microbiote et l'obésité? Alors on dit beaucoup de choses. Et donc encore le sucre qui pourrait altérer effectivement un microbiote. Alors on parle beaucoup de microbiote. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le microbiote des obèses est différent du microbiote des non-obèses. Maintenant, est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est les deux? Sincèrement, les études les plus sérieuses ne peuvent pas répondre à cette question. Alors je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à dire on va transplanter le microbiote. Je vous le dis très clairement, je travaille dans une équipe qui étudie beaucoup le microbiote des obèses. C'est pas par le microbiote qu'on guérira les obèses. D'accord. C'est une piste éventuellement. C'est une piste pour les complications éventuelles, ou éventuellement les réactions au traitement, l'efficacité du traitement, mais on ne guérira pas l'obésité en changeant le microbiote, malheureusement. Bon, vous l'avez dit, réduire ses calories, réduire notamment sa consommation de sucre. Comment on fait? L'OMS recommande une consommation de sucre inférieure à 25 grammes par jour. Bon, c'est réalisable, ça, sachant qu'on en consomme à peu près 100 grammes par jour. Vous prenez une canette de coca, c'est déjà 20-30 grammes de sucre. Vous savez, moi qui vois des obèses depuis plus de 30 ans, ce qu'on cherche à voir, c'est ce qu'il mange, naturellement. Et on va voir avec lui, l'enfant, parce que je suis pédiatre, comment on va pouvoir réduire. Et donc, on va lui donner des trucs. Effectivement, on va réduire le sucre, mais on va réduire aussi beaucoup le gras. Si je devais choisir entre le sucre et le gras, pour le mettre en lien avec l'obésité, sans hésiter, je choisirais le gras. Parce que le gras va dans le gras. Oui, alors que le ça sucre apporte plus de calories que le sucre. Plus de calories, et ça va dans le gras. C'est-à-dire que ça va dans la graisse, c'est ça que je veux dire. Alors que pour transformer du sucre en gras, c'est un phénomène biochimique, un processus biochimique qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc le rendement est très mauvais. D'ailleurs, les musclores, là, vous savez, ceux qui sont extrêmement musclés, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des protéines et du sucre, enfin des produits sucrés. Ils mangent aucun gras. Ils mangent le blanc de poulet sans la peau, etc. etc. Ils n'ont pas un poil de gras. Parce qu'ils mangent que du sucre ou des glucides, on va dire, parce qu'il y a des glucides simples et des glucides complexes, et des protéines, de la viande, des produits laitiers. Donc, c'est pour ça que le lien est très complexe. Et plutôt que de tout se concentrer sur le sucre, il faut voir un ensemble, c'est-à-dire les calories ingérées. Mais encore une fois, l'être humain aime le sucre, et bien sûr, c'est plus facile de diminuer la consommation de brocoli que la consommation de produits sucrés. Oui, et quand on parle de gras, il y a le bon gras et le mauvais gras également. C'est-à-dire qu'il y a le bon gras du poisson, voilà, on ne mange pas assez de poisson. Gras notamment. Ouais. Absolument. Sardines, maquereaux, etc. Les huiles végétales, les oléagineux. Absolument. Ça, c'est du gras qu'on peut recommander. Alors, c'est des calories quand même. Oui, c'est des calories quand même, bien sûr. Mais on en a besoin parce qu'il n'y a donc, pas que les calories. Dans le cas de personnes qui sont en surpoids, en obésité, forcément, il va falloir aussi limiter, tout diminuer. Quid des édulcorants? Alors, on a dit beaucoup de mal sur les édulcorants. On dit souvent que c'est pire que le sucre. Alors, non, ça, il faut pas... En tout cas, moi, mes patients, quand j'ai des adolescents qui boivent, par exemple, 1 litre de soda par jour, je lui dis, écoute, tu peux continuer à une seule condition. C'est que tu prends que des produits édulcorés avec l'aspartame ou l'acésulame K ou un autre édulcorant. Ils conservent le plaisir de boire des boissons sucrées,
sans les calories. Mais je On pensais revient aux je pensais calories. qu'au niveau du cerveau, ça allait Oui, avoir ça, le c'est une même idée impact. Non, 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 C'est-à-dire pas que du ça tout. allait aussi stimuler les récepteurs sucrés, du coup, Oui, synthèse d'insuline, hormones de stockage. Ça, vous savez, c'est quelque chose que j'entends souvent quand je fais des cours. C'est un raisonnement très théorique, mais qui n'est absolument pas en pratique. Je vous assure, moi qui prescris des produits édulcorés, que les obèses n'aiment pas. Les obèses, ils préfèrent avoir le vrai soda. Mais bon, ils vont être très frustrés au moment d'un régime. Donc autant retirer une frustration sans les calories. Encore une fois, l'ennemi, s'il y en a un, c'est les calories. D'accord. Vous êtes d'accord, docteur Potiron? Parfaitement d'accord. Quels sont les bons réflexes à avoir avec nos enfants pour prévenir une éventuelle addiction au sucre ou à l'alimentation en général, au gras, au sucre, etc. Vous savez, la prévention chez l'enfant, c'est très très compliqué. L'obésité, encore une fois, c'est un état constitutionnel. On n'est pas obèse par manque de volonté. On est obèse parce qu'on est prédisposé génétiquement et ça les incite à manger davantage et à bouger moins. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est une maladie, on en parlera après plus en Absolument. détail avec le docteur Potiron. Mais... Absolument, c'est pas un manque de volonté, c'est pas du laxisme diététique, c'est vraiment une maladie d'origine génétique. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile à prévenir et que malheureusement, depuis 60 ans, on essaye, mais on n'a pas beaucoup de succès. Par exemple, la maladie cœliaque, vous savez, quand les enfants ne mangent pas de gluten, à 7 ans, on leur dit de ne pas manger de gluten, ils ne mangent pas de gluten. Parce qu'ils n'ont pas besoin de gluten pour vivre. Alors que là, on lutte contre sa propre nature. C'est une nature d'être gros. C'est une injustice de la nature. Bon, l'activité physique, évidemment, on n'en parle peut-être pas assez, mais on la conseillera. Alors, chez les jeunes, on dit que l'obésité a été multipliée par 2, en tout cas chez les adolescents, sur ces 8 dernières années. C'est vrai ou pas, ce chiffre? Non, ce que je vous ai dit... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce chiffre stagne. Le chiffre stagne. Le chiffre stagne depuis le début du siècle, donc depuis une vingtaine d'années. La prévalence, donc le pourcentage d'enfants et d'adolescents sur charge pondérale, n'a pas bougé dans tous les pays industrialisés, France comme USA, même si en France on n'est pas très très bon pour faire des statistiques, mais aux USA où ils le font très très bien, ça n'a pas bougé. En revanche, ça augmente dans les pays en voie de développement. D'accord. Et on pourrait presque dire, paradoxalement, que, notamment en Afrique, on peut être très content que l'obésité augmente. Parce qu'en Afrique, les enfants meurent de dénutrition. 5 millions d'enfants meurent chaque année dans le monde de dénutrition. Et le fait qu'ils deviennent un peu obèses, ça fait diminuer la dénutrition. L'obésité n'a jamais tué un enfant. La dénutrition tue 5 millions d'enfants chaque année. D'accord. Si en France, en tout cas, ce chiffre stagne chez les enfants et chez les adultes aussi, depuis ces dernières années, contrairement à ce que certains chiffres veulent nous faire croire, comment on peut l'expliquer? C'est-à-dire que justement, il y a une meilleure attention qui est portée à l'alimentation ou... Peut-être chez l'adulte. Peut-être chez l'adulte, chez l'enfant, c'est une évolution naturelle. Tous les pays le font en même temps. Il y a des pays qui n'ont absolument aucune mesure de prévention et ça stagne quand même. D'accord. Je pense que c'est une évolution naturelle, tout simplement. C'est une maladie génétique avec l'environnement qui exprime la génétique, quand l'environnement est le même partout, et c'est le cas en France, dans les régions les plus rurales, on a les mêmes conditions de vie que dans le centre des grandes villes, ça stagne, ça s'arrête, comme toutes les maladies génétiques. D'accord. Bon, ce qui n'a pas empêché nos jeunes de bouger, parce qu'ils ne bougent pas assez. 70% des ados se rendent encore à l'école avec un engin motorisé. Ils passent évidemment trop de temps devant les écrans. Plus de la moitié des 11-14 ans, ils passent plus de 3 heures par jour. Et puis attention, évidemment, l'adolescence, c'est l'âge où les jeunes mangent un peu, on va dire, fast-food, etc., de façon un petit peu déséquilibrée. Surtout, les filles abandonnent le sport souvent au moment de la puberté. Alors, nous avons rencontré Alban, qui est un jeune garçon de 12 ans, qui est très attachant et qui s'est mis au sport, justement, suite aux moqueries de ses petits camarades sur ses kilos en trop. Regardez, c'est un sujet de Charles Dupoisat. Garde tes pieds à peu près ici, à ce niveau. Dans cette salle de gym, Alban enchaîne les exercices depuis 1 heure. En ce moment, c'est sur cette machine pour les jambes qu'il travaille. À 12 ans, il a voulu perdre du poids, surtout après certaines moqueries et remarques. On m'avait dit t'es gros, tu manges trop. C'était le prof de sport une fois aussi, un gym. Je n'arrivais pas à faire le piqué, il m'avait dit t'avais qu'à pas être aussi lourd. Une prise de poids due en partie à sa passion pour les écrans et une nourriture pas toujours saine. Cela fait 1 mois qu'il vient ici et les résultats sont déjà visibles. J'ai perdu 4 kilos à peu près en 1 mois et demi.
Et avant, j'avais du mal à respirer quand je faisais un peu d'effort. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est grâce à ce travail intensif en s'amusant qu'Alban a réussi cet exploit, comme avec ses lumières, où sa réactivité et sa détente sont mises à l'épreuve. Alors ça, c'est avant tout un exercice qui est très ludique, surtout pour les enfants. Il permet de travailler la condition physique en exécutant des sauts, travailler la coordination motrice également, l'équilibre. Et c'est très motivant. Une quinzaine de personnes viennent ici pour des problèmes de poids. Quant à Alban, il a déjà en vue de nouveaux objectifs pour ses épreuves d'endurance l'année scolaire prochaine. D'être dans les 5 premiers. En France, 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des jeunes de 8 à 17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité. Bon, on voit qu'Alban prend du plaisir à faire du sport parce que son coach lui propose quelque chose de vraiment ludique, mais tout le monde ne peut pas faire appel à un coach. Est-ce que vous avez des conseils, docteur Potiron, à nous donner justement pour faire bouger un peu nos adolescents? Ouais, ça reste assez pour les adolescents, ça reste assez compliqué. Néanmoins, effectivement, il y a des associations effectivement, qui peuvent être sollicitées. Nous, on a pas mal d'éducateurs en activité physique adaptée pour nos patients obèses. Alors, ce ne sont pas des adolescents. Hein. Dans votre clinique, là, Jules Verne? Oui, puis à Nantes en général, mais au CHU, voilà, il y a des éducateurs en activité physique adaptée au handicap que représente l'obésité. Après, sur les adolescents, je crois qu'effectivement, la pratique du sport, elle nécessite au minimum le plaisir. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire que je crois qu'ils pratiquent le sport facilement dès qu'ils sont en groupe ou motivés. En groupe, effectivement, motivés et qu'ils ont du plaisir. Plutôt des sports collectifs ou alors quand ils commencent à faire attention à leur apparence et qu'ils veulent faire un peu de muscle. Mais bon, malheureusement, vous nous l'avez dit, hein, toutes ces mesures hygiéno-diététiques, sport, une meilleure alimentation ne vont pas suffire pour soigner une obésité. C'est une maladie multifactorielle. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des médicaments efficaces pour traiter l'obésité? Il y a une ère du traitement médicamenteux de l'obèse qui est en train de s'ouvrir à nous et qui est, je dirais, assez merveilleuse, effectivement. On a eu des médicaments par le passé, comme l'isoméride, ou avec des médicaments qui avaient des effets secondaires assez importants, qui ont été assez réalistes sur le traitement de l'obésité. Aujourd'hui, une autre série de médicaments, ce qu'on appelle des analogues des GLP-1, sont en train de sortir, voire des bithérapies, des analogues des GLP-1 et du VIP, avec des résultats qui commencent à devenir intéressants, voire extrêmement intéressants. Parce que maintenant, c'est le liraglutide. Hein. Je crois qu'il y a une AMM pour la perte de poids spécifique pour ça. Il va y avoir des médicaments encore plus efficaces qui vont sortir? Le tirzépatide, là, qui va sortir, je ne sais pas quand exactement. Le semaglutide avant? Oui, il y a le semaglutide aussi. Alors, effectivement, mais il y a certains patients qui sont actuellement... pour lesquels on a des autorisations de soins, des choses assez particulières. Néanmoins, effectivement, l'avenir va être très intéressant avec des pertes de poids, des pertes d'excès de poids qui sont... Qui peuvent aller jusqu'à combien? Parce que je sais que l'iraglutide, c'est déjà 7 ou 8 kilos, c'est un bon starter. Mais... 4-5 kilos en moyenne chez l'adolescent, un peu plus chez l'adulte. Les chiffres, effectivement, qu'on a aujourd'hui sur Wegovy, c'est 15%. 15% de perte de poids. 15% de perte de poids, ça représente... c'est semaglutide. D'accord. Ça représente aujourd'hui quand même des traitements qui viennent à hauteur des traitements endoscopiques et des ballons intragastriques. D'accord, parce que alors, voilà, en dehors des médicaments, quelles sont les techniques aujourd'hui? Donc, parler du ballon gastrique, c'est ça? On gonfle un petit ballon dans l'estomac pour réduire la taille de l'estomac? Exactement ça. Il y a des techniques dites non invasives et des techniques invasives, techniques chirurgicales. Dans les techniques non invasives, enfin moins invasives, c'est les techniques endoscopiques, ce qu'on appelle l'endosleeve, et le ballon intragastrique. Et on est toujours basé, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la restriction du bol alimentaire, donc la restriction calorique. C'est ça le principe de cette chirurgie et de ces traitements endoscopiques ou du ballon. Et sur la chirurgie, on a deux grandes catégories, c'est la chirurgie restrictive et la chirurgie mixte, malabsorptive ou restrictive. On a l'anneau gastrique, bien connu, on a le bypass, et entre les deux, une espèce d'ovni qui est la sleeve gastrectomie. On enlève une partie de l'estomac. Exactement, en fait. Et effectivement, c'est une technique chirurgicale, effectivement, où on va enlever quasiment les 2/3 de l'estomac, de façon totalement définitive, et qui apporte des résultats aujourd'hui qui sont un petit peu inférieurs au gastric bypass, qui était la technique gold standard pendant des années, mais néanmoins qui entraîne des résultats très intéressants, puisqu'on a des pertes d'excès de poids. On parle en perte d'excès de poids, hein, c'est un peu compliqué, mais on calcule l'excès de poids des personnes et on peut estimer leur perte d'excès de poids. On a des pertes d'excès de poids avec la sleeve qui est de l'ordre de 55%.
Le bypass, c'est au-delà. Alors, le bypass, quel est le principe? C'est une chirurgie qui associe à la fois une résection du bol alimentaire par la diminution de la taille de l'estomac et une dérivation de l'intestin. Ah oui, on fait dériver l'intestin, là encore. C'est ça. On empêche la bile de se mélanger au bol alimentaire. Il n'y a pas d'absorption. D'accord. Le principe, il est là. C'est de diminuer l'absorption du bol alimentaire. On restreint le bol alimentaire, la restriction calorique, encore une fois, au centre du problème. Et ça, c'est l'élément fondamental. Et en plus de ça, on associe une malabsorption. Et est-ce que ce sont des pratiques que l'on peut faire chez les adolescents Oui, tout à fait. La HAS a donné des recommandations en 2016. On peut commencer dès 15 ans à faire. Et nous, à l'hôpital Trousseau, on fait essentiellement du bypass. On a fait 1 ou 2 sleeves et on a abandonné l'anneau. Comme ça a été fait chez l'adulte, sauf cas exceptionnel. D'accord. C'est un autre, en plus des effets décrits par mon confrère, il y a en plus aussi une inhibition de l'appétit qui est assez impressionnante et qui passe notamment par les hormones de l'appétit, comme l'analogue de GLP-1 ou le GLP-1, et ils n'ont absolument plus faim après. Donc ils peuvent. C'est le principe d'action des médicaments d'ailleurs dont absolument, on parlait. Exactement. Ça agit sur les patients disent je n'ai plus faim, c'est incroyable, je n'ai plus envie de manger. Exactement. Alors le problème avec la chirurgie, c'est qu'on ne traite pas la cause, malheureusement, et qu'une reprise de poids est possible. Nous sommes allés rencontrer des patients qui ont été soignés justement à la clinique Jules Verne de Nantes. Alors 1 an plus tard, où en sont-ils? C'est un reportage de Florane Parfait. Petite, j'étais costaud déjà. Et puis des régimes, donc effet yo-yo. J'ai pu monter à un poids à 110 kg et aujourd'hui je suis à 65 kg. Je commence à stabiliser, donc puis je suis contente. On se voit pas, je pense, grossir. Moi j'ai fait une sleeve, ça consiste à couper une partie de l'estomac. Le plus compliqué c'est réapprendre à manger, parce que forcément on fait un rééquilibrage alimentaire. Les quantités. Du coup, on a l'estomac d'un bébé. L'obésité, d'abord, c'est une maladie chronique qui est reconnue par l'OMS depuis de nombreuses années. Ces patients-là, ils ont un tissu graisseux qui est inflammatoire et qui a des capacités à stocker plus que chez des patients qui ne sont pas obèses. Depuis aujourd'hui, je peux dire que j'ai perdu 42 kilos. C'est magique, en ayant quand même une petite arrière-pensée, il faut faire attention quand même. Quand on se fait opérer de chirurgie bariatrique, 5 ans, 10 ans après, on meurt moins de cancer et de maladies cardiovasculaires. Et donc c'est là-dessus que la sécurité sociale dit ça vaut le coup, là vraiment, de prendre en charge ces patients parce qu'on améliore leur santé. Et puis accessoirement quand même, et ça c'est très important, on améliore leur qualité de vie. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû le faire bien avant parce que c'est pas facile d'être obèse, on souffre beaucoup. Donc j'étais opérée il y a juste 1 an et là j'ai perdu 39 kilos en plus. Donc j'en suis à presque 70 kilos en moins. C'est vraiment une renaissance, j'ai vraiment l'impression d'être un phénix. Voilà, une renaissance. Mais quels sont les risques de ce type de chirurgie? Est-ce qu'il y a des suites post-opératoires qui sont un petit peu Les risques opératoires ne sont pas nuls, effectivement. Même si le taux des complications de la chirurgie bariatrique en 10 ans a nettement diminué, néanmoins, effectivement, on a 0,1% de gens qui peuvent effectivement avoir des suites extrêmement compliquées, voire décéder de ça. Donc ça, c'est une réalité. On opère des femmes jeunes, des mamans, qui ont des enfants. Donc on a une responsabilité importante. Elles viennent pour maigrir. Et donc on opère vraiment des malades extrêmement bilantés. Et ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, la chirurgie reste pas dangereuse, mais néanmoins, il faut garder à l'esprit ça. Après, les risques sont des risques à long terme, et ça c'est fondamental, c'est que ces gens sont parfois des perdus de vue, voire souvent des perdus de vue. Oui, parce qu'une fois qu'ils ont perdu tous leurs kilos, parfois vous n'allez pas les revoir, et le risque c'est qu'ils reprennent ces kilos, mais il y a surtout des carences. Et c'est surtout on parle pas des carences en vitamines, en minéraux. Ces carences sont extrêmement graves, et parfois irréversibles. Comme par exemple les carences en vitamine B, donc il peut y avoir des problèmes en plus de perte de cheveux, des troubles neurologiques. Des troubles neurologiques, bien sûr. Irréversibles. Irréversibles, ouais. Et la problématique, c'est que autant les bypass sont extrêmement coachés et ils ont tellement dans la tête qu'ils ont des carences liées à la malabsorption, autant le risque, c'est surtout les sleeves qui peuvent des fois vomir de façon régulière, tous les 2-3 jours, et qui vont effectivement penser que la sleeve, il y a moins de malabsorption, donc moins de carences. Et c'est pas vrai. Le principe
les principales carences et séquelles qu'on a pu avoir dans notre expertise, c'était des slivés qui, effectivement, n'ont pas pris la mesure de la gravité des choses. Donc aujourd'hui et demain, notre devoir à nous, c'est peut-être effectivement proposer aux gens des checkpoints de suivi où ces malades sont obligatoirement suivis sur des réunions comme on a pu voir, à 1 an, 3 ans, 5 ans, en tout cas des critères qualité où on est sûr que les malades ne sont pas perdus de vue. Ça, c'est très difficile aujourd'hui parce qu'au bout de 2 ans, il y a beaucoup de perdus de vue. Et il y a une équipe en France qui est l'équipe de Lille, qui peut se targuer de 90% de suivi à 5 ans, parce qu'ils sont extrêmement actifs dans la démarche post-opératoire. Et ça, c'est extrêmement qualitatif. Tous les 1, 3 et 5 ans, les patients sont systématiquement reconvoqués et ils sont harcelés. Donc, au moins, on est sûr effectivement que ces gens-là... Ça devrait être le cas pour tous les patients qui ont été opérés. On est sûr que ces gens-là se sont engagés et au moins, ils ont 90%, comme je vous le dis, de non perdus de vue à 5 ans, ce qui est, je pense, exceptionnel. Bien, un grand merci à tous les deux. C'était passionnant, en tout cas, surtout sur toutes ces nouvelles techniques et ces médicaments qui pourraient être une alternative à la chirurgie, en fait. C'est l'avenir. C'est l'avenir, d'accord. Ça, c'est un message, je pense, décennies, très important à faire passer par les et porteur d'espoir pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Parce que rappelons effectivement que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle, que les mesures, malheureusement, diététiques ne suffiront pas. N'importe qui ne peut pas devenir obèse. Voilà, aussi. Et voilà, il y avait des messages qui passaient là. C'est pas une fatalité, mais presque quand même quand on a une prédisposition. Et que les opérations, faire bien attention dans le cas d'une sleeve, se faire suivre, puisque vous disiez, dans le cas d'un bypass, les gens étaient mieux formés là-dessus, en tout cas mieux informés. Et voilà, et puis se faire suivre, ça devrait être obligatoire, en tout cas pour tous ces patients qui ont subi et la transition enfant-adulte, adolescent-adulte est aussi une période difficile pour la chirurgie. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. En tout cas, on peut opérer, ce que je ne savais pas, des enfants. À partir de quel âge d'ailleurs ? 15 ans. 15 ans, d'accord. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.